Au début de son règne, Louis XVI avait réussi à remplir les caisses du palais qui étaient vides. Mais à la suite notamment de l'implication de la France pour venir au secours de la guerre d'indépendance aux États-Unis, les caisses étaient à nouveau vides. La France fait donc face à une crise financière. Mais surtout, et ce depuis la Régence après Louis XIV, la France fait face à une crise parlementaire. C'est pour cette raison que Louis XVI, qui était dans une impasse, qui ne trouvait pas de solution pour pouvoir remplir les caisses de l'État, puisque les parlementaires, la noblesse s'opposaient à toutes ces réformes, Louis XVI décide avec son ministre Necker de convoquer le 5 mai 1789 les États généraux à Versailles. Le désir de Louis XVI était de trouver une solution à la crise financière. Nous savons que les événements ne se sont pas du tout déroulés tels que Louis XVI l'avait espéré. Nous arrivons à cet épisode du 20 juin 1789, lorsque les députés du tiers-État s'enferment dans la salle du jeu de paume et décident de ne pas quitter la salle avant d'avoir donné à la France une constitution. Ce qui fait que cette Assemblée nationale, ce regroupement de députés avait pris le nom d'Assemblée nationale. Le 9 juillet, ils prennent le nom d'Assemblée nationale constituante. Le 14 juillet 1789, la foule des Parisiens s'empare de la prison de la Bastille et c'est un symbole du pouvoir du roi qui est abattu, puisque la prison de la Bastille était une prison royale. Le 4 août, on voit les événements qui s'emballent, qui vont très vite. La noblesse, dans la nuit du 4 août, renonce officiellement à ses privilèges et aux droits féodaux. Le 26 août, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le 5 et 6 octobre, alors que les Français ont faim, nous sommes dans une situation de famine et les Anglais à qui nous avions acheté du blé bloquent un peu l'arrivée du grain. Les Françaises d'ailleurs, ce sont surtout des femmes, marchent à Versailles pour réclamer du pain. Le 6 octobre, la famille royale est conduite au château des Tuileries, mais qui s'avérera être un peu comme une prison. Pendant les mois qui vont suivre, l'Assemblée nationale va travailler à la rédaction d'une constitution et le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille, les Français veulent célébrer l'unité de la nation et ils organisent donc la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Le roi, la famille du roi, va tenter, un an après, d'organiser une évasion. Et en juin 1791, le 20-21 juin 1791, ils essayent de quitter la France, mais ils sont arrêtés à Varennes et reconduits à Paris. Après cet épisode, qui est très fâcheux pour le roi, il est obligé de signer le 4 septembre la Constitution. La France devient donc officiellement une monarchie constitutionnelle. En octobre 1791, l'Assemblée constituante, qui vient de donner une constitution à la France, prend un autre nom, elle prend le nom d'Assemblée législative. Depuis les pays européens voisins, de nombreuses voix s'élèvent pour se fâcher un petit peu contre les révolutionnaires, contre la manière dont les sans-culottes traitent le roi et toute la famille royale. Ainsi, le duc de Brunswick, qui était un généralissime prussien contre lequel les patriotes français vont devoir se battre, le duc de Brunswick envoie un manifeste aux révolutionnaires. Alors, un manifeste, c'est une lettre de remontrance, une lettre d'avertissement aux Parisiens, leur disant que tout garde national, tout habitant qui, voici ces paroles, qui oserait se défendre contre les envahisseurs serait puni comme rebelle.
Et aussi, il met en garde les révolutionnaires, leur disant que si le roi était outragé, c'est-à-dire insulté, blessé aux Tuileries, eh bien Paris serait livré, dit-il, à une exécution militaire et à une subversion totale. Ça veut dire en gros que Paris serait écrasé par les Européens qui viendraient venger le roi et la famille royale. Évidemment, ce manifeste a provoquer la colère des révolutionnaires et surtout, et là c'est plus grave, ils mettent en doute le roi et ils pensent que le roi est en train de comploter contre l'Assemblée législative. C'est pour cela que la nuit du 10 août 1792, les Parisiens donnent l'assaut aux Tuileries. La famille royale est alors conduite à cette fois-ci la prison du Temple, qui est une véritable prison. Ils imposent aussi au roi une sorte de démission, et la nuit du 10 août 1792 marque la fin de la royauté. Les semaines qui vont suivre vont être des semaines de troubles encore plus grands que ce qui existait déjà, et on a en septembre 1792 la première terreur, qu'on appelle cela les massacres de septembre. Les prisonniers royalistes dans les prisons, de très nombreux prêtres sont massacrés à Paris. Les historiens pensent qu'environ 1500 personnes sont tuées pendant ce mois de septembre. Le mois de septembre est aussi marqué par la célèbre victoire de Valmy du 20 septembre 1792. Il faut revenir un petit peu en arrière. On se souvient que les pays européens menaçaient la France. Eh bien, les révolutionnaires se sont dit que plutôt que d'attendre d'être envahis par nos voisins, pourquoi ne pas prendre l'initiative, c'est-à-dire pourquoi ne pas commencer nous-mêmes à déclarer la guerre à nos voisins. Donc, en avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. Les débuts sont très difficiles. L'armée française est très désorganisée, très mal entraînée, et la France connaît quelques défaites. Mais en septembre 1792, l'armée française fait face à l'armée prussienne dirigée par le duc de Brunswick. Et il s'est passé une bataille très curieuse, la bataille de Valmy. L'armée française et l'armée prussienne se faisaient face, comme de coutume. Ils ont commencé par des canonnades, c'est-à-dire ils ont commencé par envoyer des tirs de canon de loin, causant une centaine de morts d'un côté, à peu près 300 morts côté français. Bon, c'est très peu par rapport pour une guerre, pour une bataille. Et puis, sans que l'on comprenne pourquoi, voici que les Prussiens tournent du talon et s'en vont. C'est quelque chose de très curieux. Les historiens ne sont pas très sûrs de la raison de ce départ. Toujours est-il que les Français sont victorieux. En 1992, la Convention nationale est votée. En fait, depuis la nuit du 10 août 1792, depuis la fin de la royauté, il y avait ce qu'on appelle une vacance. Ça n'a rien à voir avec les vacances au sport d'hiver ou à la plage. Une vacance, ça veut dire que c'est vide. Le trône est vide. Il n'y a pas officiellement de pouvoir. À la Convention, c'est le parti girondin qui prend la tête. Il y a 3 partis à l'époque dans l'Assemblée nationale. Il y a le parti girondin qui est composé de bourgeois, le parti montagnard, alors on les appelle les montagnards parce que ce sont eux ceux qui siègent sur les chaises les plus hautes, les rangs les plus hauts de l'Assemblée nationale. Et le haut de l'Assemblée, on appelle ça la montagne, et donc ces députés sont appelés les montagnards. Alors, parmi les montagnards, vous connaissez peut-être Robespierre, Danton, Marat, qui sont des révolutionnaires assez violents, assez féroces, qui veulent quelque chose de très radical, ils veulent une révolution totale. Et un troisième parti, le parti du Marais ou le parti de la Plaine, c'est un parti qui rassemble des députés, on va dire, un peu indécis, qui changent souvent d'avis. D'une fois, ils vont pencher plutôt du côté des Girondins, une autre fois plutôt du côté des Montagnards. Enfin, c'est un peu grâce à leur voix que un parti ou l'autre arrive à avoir une majorité pour
pour des votes. La signature de la Convention marque ce qu'on va appeler l'abolition de la royauté. En fait, la royauté s'était terminée le 10 août, mais elle n'avait pas encore été abolie officiellement. Enfin, le 25 septembre, Danton fait proclamer la République française une et indivisible. À la fin du mois de décembre va s'ouvrir le procès de Louis XVI, car beaucoup de députés veulent la mort du roi. Celle-ci va être votée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée. 367 députés vont voter pour la mort du roi et 334, c'est pas si loin, 334 députés avaient voté pour la mort du roi. Parmi les députés régicides, c'est-à-dire qui ont voté la mort du roi, il y avait notamment le cousin du roi, Philippe Égalité, l'arrière-petit-fils du régent Philippe d'Orléans. La condamnation à mort de Louis XVI va être réalisée le 21 janvier 1793 sur la place de la Concorde à Paris. Louis XVI est guillotiné. Il déclare avant de mourir « Je meurs innocent, je pardonne à mes ennemis, que mon sang soit utile aux Français, qu'il apaise la colère de Dieu. »